paragraphe numéro 3 propose un calcul du déterminant, un autre calcul du déterminant complètement différent de celui qu'on a obtenu en utilisant les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Il s'agit de ce qu'on appelle le développement du déterminant selon une ligne ou selon une colonne. Alors c'est l'objet d'un théorème, hein, le théorème 19 de votre cours, qui mérite quand même certains éclaircissements, hein. Donc pour écrire cette formule, j'ai besoin de définir ce que j'appelle le déterminant de grand A IK et grand A KJ, puisque ça va désigner quelque chose de particulier, hein. Donc si j'appelle A une matrice de taille NN, de taille supérieure ou égale à 2, sinon on verra que le résultat n'a pas d'intérêt. Mais bon, de toute façon pour n égale 1, on ne pourrait pas utiliser cette relation, on le verra dans les formules. On note donc grand A IJ, cette fameuse matrice-là, la matrice qu'on a obtenue en rayant la ième ligne et la jème colonne, évidemment, de A. Ce que je dis, obtenu à partir de A. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Si on écrit la matrice AIJ, c'est la matrice que j'obtiens en rayant cette ligne et cette colonne, hein, ce que j'ai indiqué en vert. Donc la ième ligne de la matrice A et la jème colonne de la matrice A. Ce qui veut donc dire que la matrice AIJ qui est là, elle a une taille de moins que la matrice A. Elle va juste posséder n-1 ligne et n-1 colonne, mais ça reste une matrice carrée. Donc prendre son déterminant ne pose strictement aucun problème, eu égard à la définition du déterminant. Alors on va avoir deux formules qui nous permettent de calculer le déterminant de A. La formule qu'on appelle développement selon la ième ligne, où i c'est un entier quelconque entre 1 et n, c'est-à-dire qu'on pourra choisir la ligne par rapport auquel on développe ce déterminant si on souhaite utiliser cette méthode. Donc cette formule consiste à passer en revue les termes de la ième ligne et de calculer une somme de déterminants, donc la somme des AIK moins 1 puissance i plus k, je reviendrai à ce terme-là, multiplié par le déterminant obtenu en rayant la ième ligne et la kème colonne de la matrice A. On a le même genre de formule pour le développement selon la jème colonne de la matrice A. On va passer simplement en revue les coefficients de la jème colonne, on va leur apporter un poids, positif ou négatif, et un déterminant, celui qu'on a obtenu en rayant la kème ligne et la jème colonne. Alors, ces formules, elles peuvent paraître un peu compliquées, même si on va voir que dans la pratique, elles ne sont pas très difficiles à mettre en œuvre. Mais on pourrait quand même légitimement se poser la question de savoir quel est leur intérêt. Parce qu'on passe d'une formule qui nous demande de calculer un déterminant à une formule qui en calcule n. Vous voyez, donc on se dit, est-ce qu'il vaut mieux calculer n déterminants plutôt qu'un seul? Alors la réponse est oui. Alors dans certains cas, ça sera évidemment très pratique, on le verra, ça je peux pas trop vous dire à l'avance. Mais il y a surtout un argument qui est important, c'est que pour l'instant, dans le déterminant, on n'a aucune formule, hormis pour les cas où n est égal à 2 et n est égal à 3. Déjà pour n est égal à 4, on n'a pas de formule générale de calcul d'un déterminant. Donc cette formule-là, elle va nous permettre de faire quoi? Elle va nous permettre de ramener le calcul d'un déterminant de taille 4, par exemple, au calcul de déterminant de taille 3, pour lequel on a des formules. Ou simplifier le calcul d'un déterminant de taille 3 en le calcul de 3 déterminants de taille 2. Donc on verra que dans la pratique, cette formule, elle peut avoir un intérêt, mais l'intérêt majeur, c'est la réduction de la taille de la matrice. Et on verra que l'intérêt majeur, quand on passe d'une matrice de taille n à une matrice de taille n-1, on verra que dans la pratique, ça sera de mettre en lumière, en évidence, des formules de récurrence, qui vont nous permettre justement de démontrer des formules de déterminants en exploitant une récurrence, ou de récupérer des propriétés sur le déterminant qu'on obtient comme ça de proche en proche en regardant ce qui se passe pour les déterminants de taille 2, taille 3, taille 4. Lorsqu'on veut généraliser un résultat, ce développement selon une ligne ou selon une colonne, ça sera quelque chose de très efficace. Alors, bon, on va quand même voir sur des exemples, avant toute chose, comment la formule se calcule, hein. Donc, je vais prendre déjà le cas d'un déterminant 3,3. Vous allez me dire, mais on sait calculer les déterminants 3,3. Je vais vous dire oui, c'est juste pour vous montrer sur un exemple. Donc, imaginez qu'on ait à calculer ce déterminant. Donc, je sais pas, 1, 0, 3, 1, 1, 1. On va pas prendre un truc trop compliqué. Moins 1, 0, 4. Imaginez qu'on veut calculer ce déterminant-là. Alors, évidemment, on pourrait utiliser la règle de Sarus pour calculer ce déterminant. Mais vous voyez, par exemple, ici, que sur cette ligne-là, il y a deux coefficients qui sont nuls.
Donc ça paraîtrait pas inintéressant d'utiliser la formule qui est ici pour exploiter justement le fait que ce déterminant peut se ramener à un déterminant de taille plus petite. Donc cette ligne de 0, par exemple, elle semble diablement intéressante. Donc voilà un premier exemple qu'on peut regarder. Donc si je veux développer le déterminant par rapport à la première ligne, eh bien j'exploite la formule. Donc là, je vais écrire la formule dans sa totalité pour qu'on voit comment elle se manipule. Donc je vois que le premier terme que je vais écrire, c'est le premier terme de la deuxième ligne. Donc le premier terme de la deuxième ligne, c'est le coefficient ici a de 1, ici c'est 0. Donc 0, il va être pondéré d'une puissance et du calcul d'un déterminant. Mais évidemment, comme on multiplie cette expression par 0, je ne vais pas l'écrire. Plus, alors ensuite, le coefficient qui est ici, donc 1, multiplié par moins 1 puissance, l'indice de la ligne et l'indice de la colonne, bah, ça va être moins 1 puissance 2 plus 2, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne du coefficient, puisqu'il s'agit ici de la matrice grand A de 2. Donc en fait, c'est comme si je rayais formellement la ligne qui est ici et la ligne qui est ici. Donc je vais récupérer quoi comme déterminant une fois que j'ai rayé cette ligne et cette ligne? Je vais récupérer le coefficient 1 ici, le coefficient 3 ici, le coefficient moins 1 ici, le coefficient 4 ici. Voilà ce que je récupère, plus ce terme-là multiplié par une puissance de moins 1 et un déterminant, mais je ne vais pas aller plus loin puisque ce terme-là est nul. Donc on voit que si la matrice possède des zéros, si elle a une grosse taille, on voit qu'a priori on peut ramener le calcul du déterminant de taille 3 à un déterminant de taille plus petite. Alors ici en l'occurrence, si on termine le calcul, ce terme-là vaut 1, ce terme-là vaut 1, et le déterminant qui est là, ça va valoir 4 moins 3. Ce déterminant vaut donc 7. Ce qu'on aurait obtenu tout aussi bien en utilisant la méthode de Sarrus. Mais on voit que quand on a des zéros qui sont placés à certains endroits, on peut justement exploiter leur position pour pouvoir calculer un déterminant de façon très efficace. Prenons un autre exemple. Donc on va prendre un déterminant où il y a moins de 0 cette fois-ci, pour se forcer justement à voir ce qu'on obtient en développant selon une ligne ou selon une colonne. Non, je ne vais vraiment pas mettre de 0. Allez, on va calculer par exemple ce déterminant. Alors imaginons que je dise, tiens, j'ai envie de le développer pour une raison que j'ignore, mais j'ai envie de le développer par rapport à cette colonne-là. Ça donnerait quoi, le calcul du développement du déterminant par rapport à cette colonne? C'est probablement pas le plus pertinent, c'est encore une fois juste pour qu'on explore ça sur un exemple. Alors ça va donner, ben j'applique la formule, mais alors je vais maintenant essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Là, on voit que chaque coefficient de la matrice va être pondéré par une puissance de moins 1. Cette puissance de moins 1, on pourrait déjà un peu anticiper ce qu'elle peut donner selon la position dans la matrice. C'est-à-dire que si je regarde la matrice qui est là, je pourrais quelque part voir à l'avance quel est le facteur qu'on va assigner à chacun des coefficients qui sont ici. Alors je remarque là que je vais récupérer pour le coefficient 1, 2, ça sera forcément un facteur moins 1 puissance 1 plus 1, ça sera un facteur plus. Si je suis ici, ça sera moins 1 facteur 1 plus 2, ça sera moins 1 puissance 3, ça sera un facteur moins. Puis forcément un plus, puisqu'on rajoute 1 à la puissance. Puis ici un moins, puis ici un plus, puis ici un moins, puis ici un plus, puis ici un moins, puis ici un plus. On s'aperçoit que sur la diagonale, il y a nécessairement des plus, puisque ça sera moins 1 puissance k plus k. Et après, on a un damier où s'alternent les plus et les moins. Donc par exemple, quand je développe le déterminant par rapport à la troisième colonne de cette matrice 3, 3, le facteur 3 sera associé à un plus, le facteur 1 sera associé à un moins, le facteur 1 sera associé à un plus. Donc ce déterminant, il va donner quoi? Donc 3, puisqu'on est associé à un plus, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la colonne du 3 et la ligne du 3. Donc ça va être le déterminant qui est ici. Donc déterminant 1, 2, moins 1, 1. Ensuite, le terme qui est là affecté de son facteur, donc moins 1, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne. Donc on va récupérer 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Et enfin le dernier terme c'est lui affecté d'un facteur plus, il est sur la diagonale, donc plus 1 multiplié par le déterminant en rayant la ligne et la colonne correspondante. Donc 1, 1, 2, moins 1. Donc voilà ce qu'on appelle le développement de ce déterminant selon la troisième colonne
de la matrice A. Donc selon la deuxième ligne ici, selon la troisième colonne ici. Donc ça, c'est juste sur un exemple. Bon, après, on peut calculer les déterminants, hein. Là, vous allez récupérer 1 ici sur la diagonale, plus 2, donc 3. Donc 3 fois 3, ça va nous faire ici 9 pour le premier. Ici, on va récupérer 1, moins 4, donc moins 3. Moins 3 multiplié par moins 1, plus 3. Et enfin, ici, on va récupérer moins 1, moins 2, donc moins 3. Moins 3 fois moins 1, moins 3. Donc, a priori, le déterminant qu'on a calculé ici, il vaut 9. Donc, on est passé d'un déterminant de taille 3 au calcul de 3 déterminants de taille 2. Mais parfois, on peut se ramener à un calcul de moins de déterminants de taille 2 si on choisit une ligne où il y a des zéros, et ça permet de réduire la taille du développement et le nombre de déterminants qui vont intervenir dans le développement. Donc voilà comment on utilise la formule. Les intérêts, on voit qu'on passe d'un déterminant de taille n à des calculs de déterminants de taille n-1. Donc là, on voit tout de suite des relations des relations de récurrence qui peuvent apparaître. Mais pas que, hein, je veux dire, quand on a un déterminant de taille 4 à calculer pour l'instant, soit on utilise des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes pour se ramener à une matrice triangulaire et appliquer les calculs de déterminants qu'on a déjà vus, soit on développe selon une ligne ou selon une colonne pour se ramener à des déterminants de taille plus petite et utiliser les formules pour les déterminants de taille plus petite. Alors, travaillons sur un autre exemple où on va voir que l'intérêt, ça va être de combiner plusieurs méthodes pour calculer un déterminant. Donc, imaginez que vous ayez à calculer ce déterminant-là. Très honnêtement, j'ai pas trop envie de me ramener à une matrice triangulaire. Ça va me demander énormément d'opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Donc là, concrètement, cette méthode, elle n'est pas vraiment adaptée à un calcul de ce type. Par contre, je m'aperçois quand même que pour la deuxième colonne, on a déjà 2 zéros. Il y a un profil favorable à faire un développement selon la deuxième colonne. Même, tiens, on pourrait s'amuser à combiner des méthodes. Je m'explique. On a vu que le déterminant était une formule linéaire alternée sur les lignes et les colonnes de la matrice, ce qui permettait de faire des opérations sur les lignes et les colonnes de cette matrice sans modifier ou en maîtrisant ce que l'on modifie du calcul du déterminant. Par exemple, ici, si j'effectue une transvection sur les lignes, puisque maintenant j'ai montré que je pouvais faire des transvections sur les lignes, si je remplace la ligne 4 par la ligne 4 plus la ligne 1, je ne vais pas modifier la valeur du déterminant, puisqu'une transvection sur les lignes ou une transvection sur les colonnes ne change pas du tout la valeur du déterminant. Donc là, je vais recopier les 3 lignes que je ne modifie pas, et je remplace donc cette ligne-là par la somme des deux lignes. Donc je vais me ramener ici un 0, donc ici un 4, et ici le terme moins 1. Là, je me ramène maintenant à une colonne qui est vraiment très favorable à un développement du déterminant selon la deuxième colonne. Donc pour calculer ce déterminant, le déterminant de cette matrice, maintenant je vais développer selon la deuxième colonne, puisque c'est le seul terme, on a un seul terme non nul dans la colonne. Alors je vais tout de suite chercher le signe des différents termes qui leur seront attribués. Donc lui, il est sur la diagonale, c'est un plus. Lui, il sera forcément affecté d'un facteur moins. Alors là, je pourrais dire plus, moins, plus, ce qui n'a pas réellement d'intérêt, puisqu'on sait que ces termes-là vont amener des termes nuls. Si je développe le déterminant maintenant par rapport à la première colonne, je vais récupérer quoi? Donc je vais récupérer 2 multiplié par moins 1, multiplié par le déterminant que j'obtiens, en rayant la ligne de 2 et la colonne de 2. Donc je vais me ramener au déterminant 2, moins 3, 3, 1, 4, 4, 1, 3, moins 1. Maintenant, je suis en mesure, si je le désire, par exemple, d'appliquer la méthode de Sarrus pour calculer ce déterminant. Donc on a le droit d'appliquer une opération sur les lignes, puis développer par rapport à la deuxième colonne, puis appliquer la méthode de Sarrus quand il s'agit de calculer un déterminant de taille 3, 3. Donc là, on applique la méthode de Sarrus. Donc après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'aime bien, pour éviter les problèmes de calcul, et écrire les termes que je vais utiliser pour développer. Donc on va récupérer moins 2 multiplié par. Alors c'est parti, là on va écrire les termes. Donc je vais commencer par les diagonales principales. Donc 2 fois 4, 8, c'est là que je vais récupérer ici moins 8. Je travaille sur la deuxième diagonale. Donc moins 3 fois 4, ça va faire moins 12. Moins 12 fois 1, ça fait toujours moins 12. Donc là on a moins 12. Attention, c'est des produits bien sûr, hein. Ici je vais récupérer 9. Donc voilà ce que je récupère sur les diagonales principales. Maintenant sur les diagonales secondaires, attention,
Chaque terme sera multiplié par moins 1. Donc là, on va récupérer 12, donc ici, moins 12. Ici, on va récupérer 8, 8 fois 3, 24, donc moins 24. Et ici, on va récupérer le produit de ces trois termes-là qui va faire 3, donc moins 3. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à calculer le terme qui est ici, mais le déterminant est maintenant officiellement calculé, hein. Donc là, on va récupérer, si on fait le calcul, on va récupérer donc moins 15, moins 35, moins 39, moins 39, moins 39, 30, ça fait 50, 50, ça fait 100. Voilà pour le calcul de ce déterminant. Donc on récupère au passage que cette matrice 4, 4 est une matrice inversible. Donc n'hésitez pas à combiner les méthodes, hein. Le but du jeu, c'est pas d'appliquer Ruby. Alors là, on va dire, tiens, on applique le développement selon une ligne. Là, il faut échelonner la matrice. Non, on peut évidemment combiner les méthodes selon les problèmes qu'on rencontre et on peut faciliter certains calculs ou faire apparaître des zéros qui nous arrangent pour faire apparaître des calculs plus sympathiques, hein, bien entendu. Il ne faut pas être axé, focalisé sur une méthode. Alors passons à un autre exemple, on va voir que justement développer un déterminant selon une ligne ou selon une colonne, ça peut être pratique. On va résoudre une équation, donc je détourne un peu l'exemple qui est dans le cours, je vais lui donner un sens un peu particulier. Je me fixe deux nombres complexes A et B, des nombres complexes donc, et l'objectif est de résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver tous les nombres x appartenant à C, tels que ce déterminant soit nul. Donc en fait, je suis en train de chercher les valeurs de x pour lesquelles cette matrice n'est pas inversible, hein, mais je le vois comme une équation à résoudre. Donc j'ai des paramètres donnés et je cherche des valeurs pour lesquelles cette matrice n'est pas inversible. Bon. Alors évidemment, là, calculer un déterminant, un bête déterminant en développant selon une ligne ou selon une colonne pour se ramener à des matrices 3-3, c'est pas forcément la bonne idée puisque l'objectif est de résoudre une équation. Et je vous rappelle qu'une équation, pour la résoudre, il faut la factoriser. Néanmoins, ça serait d'autant plus ballot que si on regarde bien ici les blocs qui se dégagent, il y a moyen d'amener des zéros à certains endroits. Donc soit en travaillant sur les lignes, soit en travaillant sur les colonnes. Ça évidemment, c'est quelque chose à voir. Donc là, je vais faire des petites opérations sur les déterminants pour amener des zéros à certains endroits dans la matrice. Je vais d'ailleurs pas forcément utiliser le même déroulé. Alors cette expression de x, je vais l'appeler d de x, hein, puisque a et b, c'est des quantités complexes fixées. Et je vais m'amuser à mettre des zéros un petit peu là où j'ai envie. Donc là, pour pouvoir gérer les deux blocs qui sont ici, ce que je vais faire, hein, là, encore une fois, je ne vais pas faire les mêmes opérations que dans mon poly, hein, changer. Je vais faire des opérations tiens, sur les colonnes. Je vais dire par exemple la quatrième colonne qui est là, je vais la remplacer par la quatrième colonne moins la première colonne. Quel va être l'intérêt de cette opération? Pour moi, l'intérêt, il est double. Déjà, sur la quatrième colonne, elle va m'amener 0, 0 déjà sur ces colonnes-là. Mais en plus, elle va m'amener ici le facteur, donc A moins B. Et là, le facteur B moins A. Donc on voit que sur cette colonne-là, il va se passer quelque chose, il va y avoir des mises en facteur possibles. Je vais utiliser la même idée ici, je vais remplacer la troisième colonne de cette matrice par la troisième colonne moins la deuxième colonne. Donc j'utilise cette deuxième colonne comme pivot pour pouvoir simplifier la colonne qui est ici. Là, je vais ramener ici 2 zéros à ces endroits-là, et là, je vais ramener le terme B-A et le terme A-B. Et la première colonne, comme je l'ai utilisée, je n'y touche pas. Donc X, X, A, B pour l'instant. Et cette colonne-là, je n'y touche pas non plus. Je vais l'appeler A, A, X, X. Alors, je continue mon calcul de déterminant. Là, je constate que sur la colonne qui est ici, je vais pouvoir factoriser le terme A-B. Et sur la quatrième colonne qui est ici, je peux également factoriser le terme A-B. Donc je factorise A-B, donc qui provient de la quatrième colonne, et je factorise A-B qui lui provient de la troisième colonne. Alors qu'est-ce que j'obtiens comme déterminant une fois que j'ai effectué ce développement? Donc je vais récupérer A, B, X, X. Là vous voyez, on a des facteurs qui apparaissent. Alors vous allez me dire, ils ne dépendent pas de X, certes, mais ils vont être quand même très intéressants dans la discussion des solutions. Donc là, une fois que j'ai factorisé A-B, ben là j'ai 0, 0, moins 1, 1. Et là, une fois que j'ai factorisé A-B, j'ai 1, 1, 0, 0. Voilà, donc là on avance quand même efficacement dans le calcul de ce déterminant.
Alors maintenant, si on veut se ramener à des déterminants de taille plus petite, vu qu'on a déjà des zéros un petit peu partout, on pourrait se ramener avec un seul coefficient non nul sur une ligne, par exemple, ou sur une colonne plutôt, puisque là sur une colonne, j'ai déjà deux coefficients non nuls, je pourrais en avoir qu'un seul. Pour en avoir qu'un seul, qu'est-ce que je peux faire? Encore une opération. Alors cette fois-ci, je vais faire des opérations plutôt sur les lignes. Si par exemple ici, à la troisième ligne, j'ajoute la quatrième ligne. Alors vous allez me dire, mais là vous avez fait des opérations sur les colonnes, et là vous faites des opérations sur les lignes. J'en vois tout de suite qui vont me dire, mais est-ce que vous avez le droit? Bah, c'est une transvection. Une transvection, est-ce que ça change la valeur du déterminant? Non. Bah voilà, j'ai le droit. Donc on applique les opérations maintenant sur des lignes. Pour le calcul du déterminant, ça n'a pas d'impact. Donc j'ajoute ici les deux, donc je vais récupérer deux lignes. Ici A plus B, ici on va récupérer 0, ici on va récupérer 0. Et là, la dernière ligne, elle n'a pas bougé, donc on récupère cette ligne telle qu'elle est. Voilà, alors maintenant que j'ai une ligne super sympathique ici, ben je peux maintenant me permettre de développer ce déterminant selon cette ligne. Alors pour ça, comme eux, ils sont déjà nuls, ils ne m'intéressent pas, il faut que je regarde quel est le signe qui est apporté par ce terme-là. Comme ici, je suis sur la diagonale, je suis associé à un plus, ici, je serai donc associé à un moins. Donc si je développe le déterminant ici par rapport à la troisième colonne de cette matrice, le calcul donc de d2x va donc donner donc moins 1, donc moins 1 multiplié par a moins b au carré, donc moins a moins b au carré, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant cette ligne et cette colonne. Donc j'ai plus qu'à écrire, donc je vais avoir ici du a b 2x, du x a plus b. Sur cette ligne et cette colonne, j'ai plus rien, et là je vais avoir du moins 1, 1, 0. Voilà ce que j'obtiens assez simplement. Alors pareil, ici, soit je m'amuse à développer le déterminant avec la méthode de Sarus, ou j'essaye encore de faire apparaître des termes, des zéros. Alors par exemple ici, je pourrais simplement ajouter à la ligne qui est ici, la ligne qui est ici pour ramener un zéro, et encore obtenir un développement selon ligne ou selon une colonne, ce qui renforcerait peut-être la factorisation. Donc allez, on va faire ça. On utilise vraiment toutes les opérations, je fais exprès de les utiliser à outrance. Donc là, on va récupérer a plus b, ici 2x, ici 0, bx1, 2x, a plus b, 0. Bon, maintenant que j'ai bien nettoyé ce qui se passe sur la dernière colonne, je peux refaire un développement selon une colonne, toujours pour faire apparaître des facteurs. Donc je regarde les signes qui leur sont affectés, lui est associé à un plus, lui sera associé à un moins. Donc on va récupérer que ce déterminant, c'est moins 1 multiplié par le déterminant obtenu en rayant la ligne et la colonne qui contiennent le moins 1. Donc je continue mon petit développement ici. Donc là, je m'en étais arrêté ici. Donc je vais récupérer que d de x donc, va être égal à moins 1 multiplié par ce terme-là. Donc là, finalement, on recasse le signe moins 1. Multiplié par le déterminant obtenu en rayant donc la colonne et la ligne. Donc on va récupérer a plus b, a plus b, 2x et 2x. Voilà ce qu'on récupère. Bon, alors maintenant, on va développer ce déterminant. En plus, on va récupérer une identité remarquable. Donc ça, c'est plutôt remarquable. Donc là, je récupère a moins b au carré. Donc ça, c'est le facteur que je traîne depuis le début. Ouais, pas beau ce moins. Bon, multiplié par, entre parenthèses, le déterminant de 2 ici. Donc c'est a plus b au carré, moins le carré de ce terme-là. Donc je ne vais surtout pas le simplifier, puisque ça me fait apparaître une magnifique identité remarquable. Je vous rappelle que le but, c'est de résoudre une équation. Hein. Donc on a l'obligation de factoriser ce qui doit l'être. Là, maintenant, j'utilise mon identité remarquable. J'ai u carré moins v carré, donc ça va me donner u moins v. Facteur de u plus v. Voilà ce que je récupère. Donc maintenant que mon déterminant il est complètement factorisé, je peux me permettre de résoudre cette équation. C'est une équation complexe, donc on résout l'équation. Donc on sait qu'un produit de facteur est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. Alors je vais tout de suite regarder ce qui se passe si ce facteur est nul. On va tout de suite regarder ce qui se passe si A est égal à B, puisque si A est égal à B, ce terme-là est nul. Dans ce cas-là, la fonction D, c'est la fonction nulle. Donc dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, c'est tout le monde, puisque quel que soit x appartenant à C,
j'ai le déterminant qui est nul. Donc déjà, si A est égal à B, alors l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres complexes. Alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe si A est différent de B. Si A est différent de B, donc ce terme-là n'est pas nul. Donc c'est soit ce facteur qui est nul, soit ce facteur qui est nul. On récupère donc que dans ce cas-là, il y a deux solutions. La première solution, c'est la demi-somme de A et de B. Et la deuxième solution, c'est l'opposé de ce terme-là. Voilà, on a résolu ce système, cette équation qui est portée par un déterminant de 4,4. Donc là, vraiment, on a utilisé toutes les techniques de calcul de déterminant, les transvections sur des colonnes, des transvections sur des lignes, des développements selon une ligne, des développements selon une colonne, et enfin un développement classique de déterminant de taille de 2, une fois qu'on a bien réduit la matrice, et on voit qu'on est gagnant puisque ça fait apparaître directement une factorisation. Donc voilà un exemple très complet où on voit que il ne faut pas choisir une technique coûte que coûte, il faut être pragmatique, il faut regarder ce qui se passe par rapport aux coefficients et choisir les idées selon les coefficients qu'on obtient. Alors avant de parler de la remarque, je vais aborder cet exercice-là parce que justement c'est sur ce genre d'exercice que je vais appuyer la remarque que je vais faire. Elle a des emplois un peu plus abstraits de cette formule qui permet de développer un déterminant selon une ligne ou selon une colonne. Alors, on va faire un exercice qui n'est pas compliqué, hein. L'objectif, c'est, si on se donne une matrice à coefficients complexes, on voudrait savoir ce que c'est que le conjugué du déterminant de cette matrice. Alors, on va voir qu'en fait, c'est tout bête, c'est que le déterminant du conjugué, c'est le déterminant de la matrice des conjugués. C'est-à-dire que pour obtenir le conjugué de ce déterminant, il suffit de calculer la matrice de tous les conjugués et de calculer le déterminant de cette matrice. C'est-à-dire que la conjugaison passe dans les matrices. Alors, c'est pas bien compliqué, mais n'empêche que cette formule-là, enfin pour montrer ça, c'est quand même très embêtant. Embêtant pourquoi? Parce qu'on n'a pas de formule pour le déterminant de façon générale. Vous voyez, si on regarde le cas où n est égal à 2, parce que le cas où n est égal à 1, alors, on peut déjà regarder le cas où n est égal à 1. On peut commencer par ça. Dans ce cas-là, la matrice, elle n'a qu'un seul coefficient. Hein. La matrice, elle se limite à un seul coefficient. La matrice de ces conjugués, ben, c'est juste ce coefficient qui est conjugué. Donc on voit tout de suite ici que quand on calcule le déterminant de la matrice A, qui vaut A1, 1, quand on a une matrice 1, 1, le déterminant c'est ce coefficient. Quand on calcule le conjugué du déterminant de A, on récupère le conjugué de la matrice qui est ici, puisque c'est le coefficient de cette matrice-là. Donc là, évidemment, il n'y a pas de sport dans le cas où n est égal à 1. Dans le cas où n est égal à 2, j'ai envie de dire, il n'y a pas davantage de sport. Pourquoi? Parce que si je prends une matrice, je vais la noter plutôt ABCD qu'avec les indices. Pour une matrice de 2, c'est quand même plus facile. Là, il n'y a pas de difficulté dans la démonstration, puisque si je calcule le déterminant de A, j'ai une formule. Le déterminant de A, c'est AD moins BC. Donc si je calcule le conjugué du déterminant, là je vais dire que ça revient simplement à conjuguer ce nombre complexe. Or, on sait que la conjugaison, elle a des propriétés sympathiques par rapport à la somme et par rapport au produit. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Et le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Donc, on récupère comme ça cette expression en appliquant les propriétés de la conjugaison complexe. Or, ça, on s'aperçoit que c'est le déterminant de la matrice A bar. Puisque la matrice A bar, si je l'écris ici, c'est la matrice dont les coefficients sont les conjugués des coefficients de la matrice A. Donc là, c'est pas bien compliqué de voir qu'il y a un lien très très simple entre ces deux déterminants. Dans le cas où n est égal à 3, et après on va être forcé de s'arrêter, là on récupère, si on écrit la règle du déterminant avec la méthode de Sarrus, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer que le déterminant, alors je vais peut-être écrire ma matrice. Donc ma matrice ici, c'est donc la matrice A1, 1, A2, 1, A3, 1, A1, 2, A2, 2, A, donc 3, 2, A3, 3, A2, 3, A1, 3. Si je calcule le déterminant de cette matrice, je peux appliquer la formule dite de Sarrus en disant que ça va être les produits des termes sur la diagonale principale, donc ça va être A1, 1, A2, 2, A3, 3. Puis sur la diagonale, la deuxième diagonale principale, donc A2, 1, A3, 2,
A1, 3. Et enfin sur la dernière, plus A3, 1, A1, 2, A2, 3, moins les termes sur les diagonales opposées. Donc les diagonales opposées, on va avoir A3, 1, A2, 2, A1, 3. Moins la deuxième diagonale opposée, je vais avoir A1, 1, A3, 2, A2, 3. Et enfin la dernière, moins A3, 3, A2, 1, A1, 2. Voilà ce que j'obtiens. Alors là, on va voir que c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, puisque si je calcule le conjugué de ce déterminant, je vais récupérer quoi? La somme des conjugués. Bah, le conjugué de la somme et la somme des conjugués, c'est pareil. Et quand je conjugue chacun des termes, j'ai un produit, un conjugué de produit. Mais le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Donc on voit que comme la conjugaison, elle passe dans les sommes et elle passe dans les produits, voilà ce qu'on va récupérer. En appliquant les règles de conjugaison, voilà ce que j'obtiens. Et ça, c'est exactement, on le voit dans la formule, le déterminant de la matrice que j'ai obtenue en conjuguant les coefficients. Puisqu'on voit que c'est exactement la même formule de développement que la formule de Sarus. Donc on voit finalement que cet exercice-là, il est très très simple. Quand on a une formule pour le calcul du déterminant, puisque comme cette formule, elle est conçue avec des sommes et des produits de coefficients, et que la conjugaison, elle passe dans les sommes et les produits, tout se passe bien. Le problème, c'est que j'ai les mains liées pour des puissances plus grandes, puisque je n'ai pas de formule pour calculer un déterminant 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc là, on va voir que justement la clé du mystère, la clé de ce genre de démonstration, c'est de faire une récurrence sur la taille de la matrice. Et ça va nous permettre de faire ça de façon extrêmement efficace. Donc, comme je n'ai pas de formule, je vais donner ma propriété pour des matrices de taille n. C'est-à-dire, je vais dire que si la matrice A appartient à Mn de C, j'affirme que le conjugué du déterminant de A, c'est le déterminant de la matrice A dont les coefficients ont été conjugués. Et je vais faire une récurrence sur quoi? Je vais faire une récurrence sur n, où n désigne ici la taille de ma matrice. Alors ma récurrence, elle est considérablement initialisée, puisque je l'ai démontré pour n égale 1, pour n égale 2, pour n égale 3. Donc on n'avait pas besoin d'aller aussi loin, je pouvais juste me contenter de dire que P de 1 était vrai. Donc c'est ce que je vais me contenter de dire. Je verrai bien si j'ai besoin des autres propriétés, donc je laisse de la place au cas où. Je lance ma récurrence. Donc pour lancer ma récurrence, je me donne un entier naturel supérieur ou égal à la dernière propriété initialisée, en l'occurrence P de 1. Une récurrence simple devrait suffire, on va le voir. Donc supposons P de n vrai et montrons P de n plus 1. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est prendre une matrice pour démontrer la propriété autant n plus 1, prendre une matrice de taille n plus 1, et je vais calculer le déterminant de cette matrice. Alors le déterminant de cette matrice, je ne vais pas le calculer de n'importe quelle façon, puisque ma propriété, elle fait référence à des déterminants de taille n ici. Donc ici, comme j'ai une matrice de taille n plus 1, il faut que je me ramène à des déterminants de taille n. Et on voit que un bon moyen de se ramener à des déterminants de taille n, c'est d'utiliser le développement du déterminant selon une ligne ou selon une colonne. Alors, par exemple, si j'utilise le développement du déterminant selon, on va prendre par exemple la première ligne. Donc là, j'écris ma formule. Ma formule, donc, il faut que j'écrive donc les coefficients de la première ligne. Donc c'est les A1K, pondérés par le signe associé, donc moins 1 puissance K plus 1, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la première ligne et la quatrième colonne de A. Voilà, j'ai écrit ma formule qui porte sur le calcul du développement du déterminant selon la première ligne. Alors maintenant, je vais calculer ce qu'on me demande de calculer. Ce qu'on me demande de calculer, c'est le conjugué de ce déterminant. Alors, quand je calcule le conjugué de ce déterminant, je suis ramené au conjugué d'une somme. Et je sais que le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc là, je vais être amené à conjuguer le terme qui est ici. Mais ce terme, c'est un produit. Je sais que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc là, je vais récupérer le conjugué de ce nombre complexe. Ce terme-là est un nombre réel, donc il est égal à son propre conjugué. Et là, je vais récupérer la matrice, le déterminant de la matrice A1K, le tout conjugué. Mais là, maintenant, on va être en mesure d'appliquer notre hypothèse de récurrence, puisque
la matrice A1K ici, cette matrice A1K est une matrice qui est une matrice de Mn de C. Or, pour les matrices de Mn de C, on sait que le conjugué du déterminant, c'est le déterminant de la matrice des conjugués. Donc là, je vais pouvoir directement appliquer mon hypothèse de récurrence, puisque je me suis ramené à des déterminants de taille plus petite, donc moins 1 puissance 1 plus k, multiplié par le déterminant de A1k conjugué. Voilà ce que je peux dire à cette étape-là. Et ça, c'est la formule du déterminant de la matrice des conjugués, puisque là, j'ai conjugué tous les coefficients de la matrice, sauf ceux qui sont sur la première ligne et la quatrième colonne. Et là, j'ai le conjugué de mon coefficient associé. Donc ça, c'est la formule du développement du déterminant de la matrice des conjugués de A selon la quatrième colonne. Donc on voit que l'hypothèse de récurrence, on l'a appliquée de façon déterminante ici, puisque là, je me suis ramené à des matrices de Mn de C. Donc on applique la formule pour les matrices de taille n, et là on constate que c'est la formule du développement selon la première ligne de la matrice des conjugués des coefficients de la matrice A. Donc on vient bien de démontrer que le conjugué du déterminant de A, c'est le déterminant de la matrice des conjugués, donc on vient de démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, ce qui permet de dire que, par théorème de récurrence, la propriété est vraie pour tout n. Donc on voit que dans certains cas, dans certaines démonstrations, on se dit, bah, quand on a des formules, on sait faire finalement. On saurait démontrer ce genre de propriété, mais malheureusement, on n'a pas de formule. Eh bien, les formules vont nous servir à initialiser les premiers cas, et ensuite, on utilise la formule de développement selon une ligne pour ramener l'application des formules à des déterminants de taille plus petite. Or, comme les déterminants qui apparaissent ici sont des déterminants de taille juste plus petite, on peut leur appliquer les hypothèses de récurrence. Donc on voit que ce développement selon une ligne ou selon une colonne, c'est quand même un outil très intéressant pour pouvoir obtenir des propriétés sur le déterminant en fonction de propriétés sur les coefficients en effectuant un raisonnement par récurrence. Alors passons au dernier chantier avant de voir des exemples de calcul de déterminants, le déterminant des endomorphismes. Pour l'instant, le déterminant, on s'en est servi, on l'a défini sur une famille de vecteurs et ça nous a permis de caractériser les bases. On a défini aussi le déterminant sur les matrices, ce qui nous a permis de caractériser les matrices inversibles. Il nous reste maintenant à aborder le déterminant du dernier objet linéaire, les applications linéaires. Alors pas n'importe quelle application linéaire, hein, ceux qui sont associés à des matrices carrées, donc on va parler de déterminant d'endomorphisme, c'est-à-dire qu'on va mettre la même base au départ et à l'arrivée. Donc qu'est-ce qu'on appelle le déterminant d'un endomorphisme? Il faut définir ça proprement. Alors la définition est un peu ambiguë, et d'ailleurs va nécessiter une démonstration, on va tout de suite comprendre pourquoi. Donc si je me donne E un K-espace vectoriel de dimension n et A un endomorphisme de E, on dit que par définition, le déterminant de A est le déterminant de toute matrice qui représente A. C'est-à-dire que si je me donne une base quelconque de E, le déterminant de A, c'est le déterminant de la matrice de A dans cette base. Peu importe la base, puisque je dis bien que F est une base quelconque de E. Alors on voit tout de suite pourquoi cette définition va nécessiter une démonstration. C'est-à-dire que la démonstration qui doit être faite, c'est que si je calcule le déterminant de la matrice de A dans deux bases différentes, est-ce que j'obtiens le même résultat? Parce que si on n'obtient pas le même résultat, la démonstration ne serait évidemment pas correcte, hein, elle n'aurait pas de sens. Donc il faut que je justifie que je peux définir cette égalité-là en disant que la base que je vais prendre, elle est complètement quelconque. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, hein, on va se donner F et C deux bases de l'espace vectoriel E. Et le but du jeu, ça va être de démontrer que le déterminant de la matrice de A dans la base F et le déterminant de la matrice de A dans la base C, c'est le même. Alors évidemment, il nous faut relier la matrice de A dans la base F et la matrice dans la base C de l'application A. Alors comme il s'agit d'un changement de base sur des applications linéaires, on sait que ce changement de base se fait
par produit par des matrices de passage à droite et à gauche. Alors à gauche, ça sera la matrice de passage de F vers C, et à droite, ça sera la matrice de passage de C vers F. On applique la règle que l'on connaît bien. Donc si on donne un nom à, par exemple, la première matrice de passage, si j'appelle P la matrice de passage de la base F vers la base C, on sait que la matrice de passage de la base C vers la base F, c'est l'inverse de cette matrice-là. Ce qui veut donc dire qu'a priori, les deux matrices qui sont ici, vous allez me dire c'est quelque chose, une propriété qu'on avait déjà vue. Ouais, mais moi ça me plaît de redémontrer les choses. C'est P, matrice dans la base C de A, P-1. Donc là, on retrouve un résultat qu'on avait déjà dit, quand deux matrices représentent le même endomorphisme dans des bases différentes, les matrices qu'on obtient sont des matrices qui sont semblables, ce qu'on récupère ici. Or, on a déjà vu que le déterminant de deux matrices semblables, c'est le même. Et je le redémontre rapidement, puisqu'on avait vu que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc le déterminant de cette matrice, c'est le déterminant de celle-là. Or, le déterminant de cette matrice, c'est le déterminant de P fois le déterminant de la matrice de A dans la base C fois le déterminant de la matrice P-1. Mais on a vu que lorsque P est une matrice inversible, le déterminant de P-1, c'est l'inverse du déterminant de P. Donc quand je multiplie les deux déterminants qui sont ici, je vais récupérer 1. Et donc on retrouve le fait que le déterminant de la matrice de A dans la base F, c'est le même que le déterminant de la matrice de A dans la base C. Donc on récupère les égalités sur les déterminants, et ça prouve bien que cette définition, elle est donc admissible, puisque peu importe la base dans laquelle je représente mon endomorphisme, le déterminant va rester invariant. Ce qui est quand même une propriété qui est exceptionnelle, parce que vous vous rappelez les exemples qu'on avait fait quand on avait calculé les matrices d'application linéaire dans diverses bases, on a vu qu'il y avait un grand bouleversement sur les coefficients quand on calculait les matrices. Eh bien, il y a des choses qui restent invariants, le déterminant reste invariant, quelle que soit la base dans laquelle vous allez le représenter, eh bien, vous obtenez toujours la même chose. Le déterminant vient donc compléter la liste de ce qu'on a appelé des invariants de similitude, c'est-à-dire des quantités qui ne sont pas modifiées, y compris lorsqu'on change de base, c'est-à-dire le rang d'une matrice, c'est le rang d'une application linéaire, pardon, c'est le rang de toute matrice qui représente cette application linéaire, peu importe les bases. La trace, on a vu que la trace de deux matrices semblables, c'est la même, ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir aussi définir la trace d'un endomorphisme en disant la trace d'un endomorphisme, c'est la trace de n'importe quelle matrice qui représente cet endomorphisme, peu importe les bases. Le déterminant, c'est le dernier en date. Comme le déterminant de deux matrices semblables, c'est le même, eh bien, le déterminant d'un endomorphisme, c'est le déterminant de n'importe quelle matrice qui représente cette matrice, peu importe la base. Donc ça, c'est des renseignements intéressants, parce que ça veut dire que pour calculer ces objets-là, j'ai envie de dire, on peut les calculer dans n'importe quelle base. Donc ces objets-là sont calculables dans n'importe quelle base. Alors quand on commence à dire dans n'importe quelle base, vous voyez venir, hein, ça veut dire qu'on a le choix. Hein. Donc ça veut dire que si on a le choix de la base, si le résultat qu'on obtient est le même, peu importe la base, on va justement choisir la base correctement pour pouvoir en faciliter le calcul. Donc quand on a un objet qui est indépendant d'une quantité donnée, ce qui est intéressant dans cette indépendance, c'est que nous, on va choisir correctement la nature de l'objet, donc ici la nature de la base, pour pouvoir faciliter les calculs que l'on aura à faire. Donc ça, c'est un point important. Ces invariants de similitude, vous allez énormément les utiliser l'année prochaine, notamment quand vous allez faire la théorie de la réduction. Vous allez voir qu'il y a d'autres invariants intéressants. Vous allez voir, il va se passer des choses avec les valeurs propres, les vecteurs propres, le polynôme caractéristique, ce genre de choses. Mais voilà, on construit patiemment. On a déjà 3 invariants de similitude intéressants, donc 3 quantités qui ne dépendent pas de la base choisie. Le corollaire numéro 21 est un corollaire qui va nous permettre de relier les différents outils déterminants appliqués à une matrice ou appliqués à un système de vecteurs.
Donc le déterminant d'un endomorphisme, on a déjà dit que c'est le déterminant de n'importe quelle matrice qui le représente, peu importe la base. Donc ça permet de relier, c'est la définition, le déterminant d'un endomorphisme et le déterminant d'une matrice. Mais on a une autre façon de voir les choses, puisque je sais que le déterminant d'une matrice, c'est le déterminant de la famille de ces vecteurs colonnes que l'on exprime dans la base canonique. Sauf que quand on écrit la matrice de l'application linéaire B dans une base donnée, quand j'écris la matrice de l'application linéaire B, de l'application A pardon, dans la base B, où ici la matrice A, c'est la matrice qui est formée des images des vecteurs de la base B, tout ceci exprimé dans la base B, eh bien on obtient que le déterminant de la matrice qui est là, c'est le déterminant de la famille des vecteurs colonnes. Donc on exprime naturellement dans la base canonique, mais on peut les exprimer dans n'importe quelle base. Donc c'est le déterminant de la matrice de la famille des vecteurs colonnes exprimé dans la base qui est ici. Donc on peut relier aussi assez facilement le déterminant de A et le déterminant de cette famille de vecteurs exprimé dans cette base. Puisque si j'écris les coefficients de la matrice, je dis que c'est la coefficient des vecteurs colonnes exprimés dans la base canonique. Je fais le choix de la base canonique de façon générale. Mais si j'indique les coefficients qui sont ici, je peux dire que c'est le déterminant de ces systèmes de vecteurs exprimés dans cette base, puisque les coordonnées que je récupère, ce sont les mêmes que les coordonnées des vecteurs colonnes vus comme des vecteurs de Cohen dans la base canonique. Donc je récupère le déterminant de la même famille de vecteurs, puisque c'est le déterminant de la même matrice. Donc on voit qu'on va pouvoir passer comme ça d'un déterminant d'une matrice au déterminant d'une famille de vecteurs, au déterminant d'un endomorphisme. On a, grâce à ce corollaire-là, relié toutes les notions qui concernent le déterminant. Donc on pourra utiliser les avantages que présentent les matrices, les familles de vecteurs, selon la nature du déterminant que l'on aura à calculer. Alors on va travailler sur un exemple où on va considérer l'application définie sur R3 de x à valeur dans R3 de x, qui a P associe le polynôme P composé avec x plus 2, et on demande de calculer le déterminant de cette application linéaire, de cet endomorphisme. Alors je ne vais pas revenir sur le fait que c'est un endomorphisme, hein, il suffit de calculer f de alpha p plus bêta q, et les opérations sur les polynômes assurent que ça sera alpha p de x plus 2 plus bêta q de x plus 2, donc alpha f de p plus bêta f de q. Donc la linéarité de f, elle est assez simple. Donc on va plutôt s'interroger sur quel sens donner à calculer le déterminant de f. Alors le sens à donner, c'est toujours le sens de la définition. C'est-à-dire, quand on demande de calculer un objet en mathématiques, il faut savoir comment cet objet est défini. Donc cet objet, il est défini simplement en disant que le déterminant d'une application linéaire, c'est le déterminant de sa matrice dans une base, peu importe la base. Alors ici, comme je ne suis pas sectaire sur la base que je vais utiliser, je vais prendre la base canonique. Donc je vais calculer les images des vecteurs de la base canonique, et puis on va créer la matrice, et on va calculer le déterminant de cette matrice. D'autant plus que la matrice promet d'être simple, puisque cette application, elle conserve le degré, donc la matrice, elle devrait être triangulaire. On va voir avec les calculs. Donc là, je calcule la composition du polynôme 1 avec le polynôme x plus 2, c'est-à-dire dans le polynôme 1, je remplace grand X par x plus 2, donc j'obtiens le polynôme 1. Là, je compose le polynôme x avec le polynôme x plus 2, donc je remplace grand X par x plus 2, tout va bien. L'image du polynôme x carré, je remplace grand X par x plus 2, donc je vais obtenir x carré plus 4x plus 4. Et enfin, pour l'image du polynôme x cube, on va récupérer donc grand X remplacé par x plus 2. Donc on utilise la formule du binôme pour dire que ça c'est x cube plus 3 fois 2, 6x carré, plus ensuite 3 fois 2 au carré, donc qu'est-ce que je raconte, 3 fois 2 au carré, donc 12 x plus le terme 2 au cube, 8. Donc voilà ce que je récupère en calculant les différentes images des vecteurs de la base canonique. Je vais donc appliquer cette définition, je vais calculer
la matrice de f dans la base canonique de R3 de x. Donc je fais la légende habituelle, f de 1, f de x carré et f de x cube, que l'on exprime dans la base 1x carré, x cube. On écrit les coefficients de la matrice. Donc f de 1, eh bien ses coordonnées dans cette base-là, c'est 1, 0, 0, 0. f de x, c'est donc 2, 1, 0, 0. f de x carré, c'est 4, 4, 1, 0. Et f de x cube, c'est 8, 12, 6 et 1. Donc on s'aperçoit que la matrice, comme elle conserve, comme l'application conserve le degré, cette matrice, elle est effectivement triangulaire. Donc le déterminant de f, c'est le déterminant de toute matrice qui représente f. C'est donc le déterminant de cette matrice-là, la matrice dans la base canonique de R3 de x de f. Or ici, on a affaire à une matrice qui est triangulaire, a priori supérieure. Donc le déterminant, c'est le produit de ses coefficients diagonaux. C'est donc 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 1. On récupère en passage que f est un automorphisme de R3 de x. Ça, c'est ce qu'on va voir. J'anticipe un tout petit peu les résultats qui suivent, mais on se doute bien qu'une application linéaire sera bijective si et seulement si sa matrice est inversible. Ça, c'est un théorème de cours. Or, comme le déterminant de f, c'est le déterminant de sa matrice, cette matrice étant inversible, cette application sera un automorphisme. On aura un théorème qui va nous l'affirmer directement. Mais pour le coup, là, je viens de le démontrer, hein, en revenant à la caractérisation des automorphismes avec les matrices. La matrice est inversible, donc l'application linéaire est bijective, donc le déterminant de f étant non nul, la matrice est inversible, donc on a, vous avez compris, hein, les deux notions sont complètement équivalentes. Voilà pour le premier exemple. On va faire un exemple maintenant un petit peu plus subtil, puisque là, vous avez vu que peu importe la base, on récupère, à cause de la conservation des degrés, une matrice qui est d'office très très simple dans la base canonique. Ça ne va pas être toujours le cas, on va le voir dans l'exemple qui va suivre. Alors le deuxième exemple qu'on va prendre, c'est un exemple emblématique, hein, c'est la transposition, hein, l'application qui a A à ceci, la transposée de A. Et l'objectif, c'est de calculer, en tout cas c'est ce que je demande, c'est de calculer le déterminant de cette application linéaire. Alors là, il faut évidemment bien faire attention à ce qu'on manipule, ça c'est vraiment le genre d'exemple que je trouve tout bebeux, mais qui est complètement mortel pour les étudiants qui ne veulent pas apprendre les définitions, ne veulent pas faire attention à ce qu'ils manipulent, n'appliquent que des méthodes comme ça sans réfléchir. C'est complètement mortel. Hein. Moi, je n'ai foi qu'en les définitions. Je veux dire, quand on veut faire des mathématiques, quand on veut faire de la physique, quand on veut faire des sciences, il faut savoir ce qu'on manipule. Sinon, c'est pas des sciences, hein. Sinon c'est de la cuisine. Et encore, les grands chefs, à mon avis, ils font quand même attention à ce qu'ils manipulent. Hein. Ils mettent pas du sucre sur du sucre, et du sucre et sur du sucre, et sur du sucre, et sur du sucre. Hein. Ils font quand même un peu attention. Donc la grande cuisine, c'est des mathématiques. Passons à l'exercice. Moi, j'applique ma définition. Le déterminant de cette application linéaire, c'est le déterminant de toute matrice qui représente cette application linéaire. Alors attention, il faut que je prenne la matrice de cette application f. Cette application f, c'est une application de Mn de k dont Mn de k. Cette application f est un endomorphisme de Mn de k. Donc il faut que je prenne une base de Mn de k. Donc là, je peux dire que le déterminant de f, c'est le déterminant de la matrice de f, où B est une base de Mn de k. Donc B est une base de Mn de k. Donc ça veut dire que ça, c'est une grosse matrice. La matrice dans la base B de f, c'est une matrice qui a n carré ligne et n carré colonne à coefficient dans k. C'est une matrice de Mn carré de k. Alors, là on se dit, quelle base on pourrait choisir? On pourrait choisir la base canonique, mais quand vous écrivez la matrice de la transposition dans une base canonique, vous allez voir qu'il va y avoir des 1 qui vont se balader un petit peu partout dans la matrice, ça va être assez difficile de les rassembler. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la matrice dans la base canonique de la transposition quand je prends n égale 2. Donc ça va être quoi la matrice dans la base canonique? Je vais l'appeler C, la base canonique de M2 de R. Donc là, je prends n est égal à 2. Si je prends n est égal à 2, là, je vais récupérer donc
la transposée de E11, la transposée de E12, la transposée de E21 et la transposée de E22 que je dois exprimer dans la base E11, E12. Il ne faut pas se laisser perdre par la théorie, là, vous voyez, on n'a plus que la définition, mais on est bête et méchant, quoi. Une fois qu'on a décidé d'appliquer une définition, on l'applique. Donc là, je dois décomposer l'image du premier vecteur de la base canonique par l'application f. Donc je dois calculer la transposée de la matrice E11. Mais la matrice E11, elle est symétrique, donc sa transposée, c'est elle-même. J'obtiens donc cette matrice-là. Ici, je vais récupérer la transposée de E21, bah, c'est E22. Puis la transposée de E21, c'est E12. Et ici, je vais récupérer la transposée de E22, c'est ça. Donc je m'aperçois que quand j'ai une matrice symétrique, c'est plutôt sympathique, puisqu'elle va se décomposer par rapport à cette matrice elle-même. Par contre là, les matrices que je récupère ici, vous voyez que j'ai des 1 qui apparaissent, mais ces 1, ils apparaissent de façon un peu plus chaotique. Si vous vous amusez à écrire la matrice dans le cas où n est égal à 3, alors vous allez obtenir une matrice 9,9. Vous allez voir que pour E11, E22, E33, les 1 ils sont bien disposés sur la diagonale, mais ailleurs, ça part dans tous les sens. Donc, soit on rétablit l'ordre, soit on se dit, le choix de la base canonique n'est peut-être pas le bon, il faudrait peut-être choisir une autre base. Alors, on a déjà vu que pour les matrices symétriques, il se passait quelque chose de sympathique, et ça va être renforcé par le fait que la transposition, c'est pas n'importe quoi. Je vous rappelle que quand vous calculez f rond f de A, vous allez récupérer la transposée de la transposée de A. Donc vous allez récupérer la matrice A. Ce qui veut donc dire que f rond f, c'est l'application identité de Mn de K. Ce qui veut donc dire que f est une symétrie vectorielle. A. Une symétrie vectorielle. Pour des symétries, on sait qu'il y a des bases qui sont un peu plus adaptées que la base canonique. Puisqu'on a vu que pour une symétrie vectorielle, la bonne base dans laquelle on va travailler, c'est celle qui est formée par les vecteurs invariants et les vecteurs anti-invariants. On sait que c'est des sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace de départ. Donc je sais que l'ensemble des vecteurs invariants est en somme directe avec l'ensemble des vecteurs anti-invariants, et la somme va donner Mn de K. Mais c'est quoi l'ensemble des vecteurs invariants par la transposition? C'est les matrices qui vérifient transposée de A est égal à A. C'est les matrices symétriques. Et les anti-invariants, c'est les matrices qui vérifient transposée de A est égal à moins A. C'est les matrices antisymétriques. Donc là, les sous-espaces vectoriels des invariants et des anti-invariants, c'est des espaces vectoriels qu'on connaît fort bien. Moralité, la bonne base pour pouvoir travailler avec cette symétrie vectorielle, c'est de prendre une base B1 des matrices symétriques, une base B2 des matrices antisymétriques, et de travailler non pas avec la base canonique comme on l'a fait ici, mais avec une base qui est formée d'une base des matrices symétriques et d'une base des matrices antisymétriques. Pourquoi? Parce que la matrice de F dans cette base, elle va être redoutablement simple. Tant que j'obtiens, on va d'ailleurs la découper par bloc, vous allez voir, on va la découper par bloc, tant que je cherche à décomposer des matrices symétriques, c'est-à-dire tant que je prends des matrices ici qui vivent dans la base B1 des matrices symétriques. Là, je vais récupérer la base B1, et là, j'ai les vecteurs de la base B2, là, j'ai les vecteurs de la base B2. Les vecteurs de base de B1, ils sont symétriques, donc quand je cherche l'image du premier vecteur de la base B1, je vais récupérer ce même vecteur, donc il va se décomposer par rapport à ce vecteur-là. Donc je vais récupérer juste un 1 ici, et des 0 partout ailleurs. Donc, tant que je travaille avec des vecteurs de la base B1, je vais récupérer une matrice qui va se décomposer uniquement par rapport à ce vecteur de base. Quand je travaille avec des vecteurs de la base B2, f de A est égal à moins A, donc mes vecteurs ils vont se décomposer comme simplement l'opposé des vecteurs que je considère. J'ai des 0 ici, des 0 ici, j'ai des 0 ici. Effectivement, on avait déjà vu que la matrice d'une symétrie, quand on travaille avec des sous-espaces vectoriels adaptés, c'est une matrice diagonale. On récupère donc que le déterminant de f se calcule très très bien dans cette base adaptée. C'est le déterminant de la matrice dans la base B adaptée de f. Ce déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux. C'est donc moins 1 puissance le nombre de vecteurs que j'ai dans ma famille B2.
Et le nombre de vecteurs que j'ai dans ma famille B2, c'est-à-dire dans cette base de AN de K, c'est la dimension de AN de K. Donc on récupère que le déterminant de F, c'est moins 1 à la puissance, le déterminant, n'importe quoi, la dimension de l'ensemble des matrices antisymétriques. Puisque le nombre de vecteurs d'une base, c'est la dimension de l'espace vectoriel que l'on considère. Or, on avait déjà déterminé dans des exercices la dimension de l'ensemble des matrices antisymétriques. On sait que cette dimension, elle vaut nn plus 1 sur 2. Donc voilà un bon moyen de calculer le déterminant de la transposition. On savait que c'était soit 1, soit moins 1 parce que c'était une symétrie vectorielle. On avait déjà fait un exercice là-dessus. Eh bien, on voit que la valeur selon 1 moins 1 dépend de n. C'est moins 1 puissance nn moins 1 sur 2. Travaillons sur un autre exemple, plus abstrait cette fois-ci, où on travaille dans un cas espace vectoriel de dimension n quelconque. On est dans un espace abstrait, on n'est a priori pas dans Kn. On se donne un vecteur u de e non nul et une forme linéaire non nulle, c'est-à-dire une application linéaire définie sur e à valeur dans l'espace des scalaires, c'est-à-dire ici k. Et on définit enfin une application de e dans e. Effectivement, c'est bien une application à valeur dans e, puisque phi de x est un scalaire et u un vecteur de e. Donc à x, on associe un nombre fois le vecteur u, c'est-à-dire à x, on associe un vecteur qui est collinéaire à u, et dont le coefficient de collinéarité est donné par une forme linéaire. Donc, si on analyse un petit peu les applications qu'on manipule, on voit tout de suite à quoi on a affaire. Donc, on nous demande de calculer le déterminant de cet objet-là. Alors déjà, on va regarder ce que c'est que cet objet, pour savoir comment on va le calculer. L'identité de E, ben, c'est un endomorphisme de E. L'application F est clairement linéaire, puisque phi est une application linéaire. Et elle est définie sur E à valeur dans E, c'est un endomorphisme de E. Ici, on a donc une somme d'endomorphismes de E. Mais comme l'ensemble des endomorphismes de E est un K-espace vectoriel, ceci est un endomorphisme de E. Donc, pour calculer le déterminant de l'identité de E plus F, on va donc se ramener au déterminant d'une matrice. Puisque le déterminant d'une application linéaire, d'un endomorphisme de E, c'est le déterminant de toute matrice qui représente cet endomorphisme dans une base donnée. Donc ici, B va être une base de E. Alors évidemment, toute l'habileté va être à déterminer une base où la matrice de cette application est simple. Alors on a déjà vu que simple, pour calcul de déterminant, c'est une matrice qui possède un maximum de zéros. Alors d'où peuvent venir les zéros? Eh bien, soit j'essaye de prendre des vecteurs qui sont dans le noyau de cette application-là, plus exactement peut-être dans le noyau de f, soit je prends en compte directement la nature de l'application f et la façon dont elle est construite. Bon, j'ai fait une démonstration dans le cours, hein, que je vous invite à regarder fortement, où j'ai travaillé dans une base qui est adaptée à l'image de cette application, puisque là, il n'est pas très compliqué de voir que l'image de f, qui est l'ensemble des vecteurs, si j'écris ça explicitement, de la forme phi de x fois le vecteur u, où x est un vecteur de e, c'est donc inclus dans l'espace vectoriel engendré par le vecteur u, puisque là, n'oublions pas ce qu'on manipule, on a ici le vecteur u qui est un vecteur de e, mais ceci est un scalaire, hein, donc on voit que les vecteurs f de x s'écrivent comme un nombre fois le vecteur u, donc on est bien dans la droite vectorielle engendrée par u, mais comme l'application phi n'est pas l'application nulle, j'aurai bien un vecteur à un moment donné qui va être non nul, donc on est sûr que l'image de phi n'est pas le singleton vecteur nul, donc l'image de phi, c'est la droite vectorielle engendrée par u. Donc l'idée, c'est de se dire, si je prends le vecteur u qui n'est pas le vecteur nul et que je le complète en une base, je vais récupérer une matrice qui va être relativement simple. Ça, c'est grosso modo ce que je fais dans le corrigé que je vous ai donné. Mais je vais vous montrer qu'il y a d'autres bases qui peuvent fonctionner. Moi, je vais me concentrer sur la nature du coefficient ici qui est en poids du vecteur u. Cette application, c'est une forme linéaire. Alors on sait qu'une forme linéaire, ça a un gros noyau, hein, puisque l'image de phi, puisque cette forme linéaire n'est pas nulle,
c'est l'espace K, puisque phi non nul. Alors je redis pourquoi on a cette égalité. Hein. L'image de phi est un sous-espace vectoriel de K, K est de dimension 1. Donc l'image de phi est de dimension 0 ou de dimension 1. Si elle est de dimension 0, ça veut dire que l'image de phi se réduit au vecteur nul et que phi est nul. Donc ce qui est absurde puisque phi est non nul. Donc l'image de phi est forcément K, puisque un sous-espace vectoriel de K, c'est soit le singleton vecteur nul, soit K. Puisque le sous-espace vectoriel, il est soit de dimension 0, soit de dimension 1. Donc on sait déjà que l'image de phi c'est K, ce qui veut donc dire que le rang de l'application phi est égal à 1, ce qui, de par la formule du rang, nous donne que la dimension du noyau de phi, c'est la dimension de E, espace vectoriel de départ, qui est égal à n ici, moins le rang de phi, moins 1. Donc je me dis qu'une bonne façon pour avoir un maximum de 0, c'est de prendre des vecteurs qui sont dans le noyau de phi, et pour ça, je peux en prendre dans une base en nombre substantiel, puisque le noyau de phi est de dimension n-1. Donc je vais travailler avec une base du noyau de phi, c'est-à-dire je vais me focaliser non pas sur l'image ici, mais sur le noyau. Donc c'est parti, je vais me donner epsilon 1, etc., epsilon n-1, une base du noyau de phi. On sait qu'on est en dimension finie, il existe des bases. Pour construire une base de E, il faut rajouter un vecteur. Comme cette famille-là est libre vue dans E, puisque les vecteurs du noyau de phi, ce sont des vecteurs de E, on peut la compléter. Ça, c'est le théorème de la base incomplète. On peut la compléter en une base de E. Donc, il suffit de rajouter un vecteur en une base epsilon 1, etc., epsilon n. Cette base-là, c'est la base que je vais appeler B, c'est la base dans laquelle je vais travailler, de l'espace vectoriel E. Donc là, on utilise notre machinerie à construire des bases qui sont adaptées à des propriétés qu'on veut voir apparaître. Ici, moi, je veux voir apparaître beaucoup de zéros. Je sais que dans ces cas-là, j'ai intérêt à prendre des vecteurs qui sont dans le noyau de phi. Alors, est-ce que ça va me donner raison? Alors, je pense que oui, puisque si je calcule f de epsilon 1, je vais récupérer le vecteur nul de E, jusqu'à f de epsilon n-1, qui va me donner le vecteur nul de E, puisque l'image de ces vecteurs-là va me donner le nombre 0, et le nombre 0 multiplié par le vecteur u me donne le vecteur nul de E. Donc finalement, le seul endroit où il va se passer quelque chose, c'est pour f de epsilon n. F de epsilon n est donc égal à phi de epsilon n, qui à coup sûr ne sera pas nul, puisqu'il n'est pas dans le noyau de phi, multiplié par le vecteur u. Donc pour construire la matrice de mon application linéaire, alors cette application je vais l'appeler G pour éviter d'avoir un trop gros nom à gérer dans l'écriture de la base. Donc là je dois écrire G de epsilon 1, G de epsilon 2, jusqu'à G de epsilon n-1, et enfin G de epsilon n. Tout ce petit monde sera décomposé dans epsilon 1, epsilon 2, etc., epsilon n. Donc je dois calculer l'image de ces vecteurs-là. Alors G de epsilon 1 se calcule facilement à l'aide de f de epsilon 1, puisque ça fait epsilon 1 plus le vecteur nul, je récupère epsilon 1. Donc j'obtiens effectivement une colonne extrêmement simple, puisque je vais avoir 1 comme composante par rapport à ce vecteur-là, puis des 0 pour toutes les autres composantes. Et ça va être le cas pour tous les vecteurs jusqu'au vecteur g de epsilon n-1, puisque je vais récupérer epsilon n-1. Alors déjà, on a la garantie absolue que le déterminant va se calculer hyper simplement. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai la garantie absolue que ma matrice va être triangulaire supérieure. Donc déjà, c'est un bon choix de base. Avec la base qu'on a prise, on obtient une matrice dont le déterminant va être très facile à calculer. Donc au-dessus, ici, j'obtiens que des zéros, sauf pour cette colonne-là, qui va demeurer spéciale. Alors je vais justement regarder ce dont j'ai besoin pour remplir cette colonne. J'ai besoin du calcul de G de epsilon n. G de epsilon n, c'est epsilon n plus phi epsilon n fois u. Voilà, j'ai besoin de faire très attention à ce que je manipule. Hein. Ça, c'est un scalaire. Hein. C'est un nombre. Hein. Il appartient à K.
Donc il faut que je remplisse cette colonne-là, c'est-à-dire qu'il faut que je décompose ce vecteur-là dans cette base. Bah, pour ça, je vais devoir décomposer le vecteur U dans cette base. Or, le vecteur U, c'est un vecteur de E. Il se décompose de manière unique dans la base epsilon 1, epsilon n. Je vais noter U1, U2, UN, les coordonnées de U dans cette base. Du coup, comment va se remplir la matrice? Ben, la composante par rapport à epsilon 1, ça sera simplement U1. La composante par rapport à epsilon 2, ça sera U2, etc. jusqu'à UN-1. Et la composante par rapport à epsilon n, je vais avoir 1 plus UN phi n. Alors, attention, là j'ai oublié, il y a phi de epsilon n, phi de epsilon n, phi de epsilon n. Voilà. Donc, voilà le déterminant se calcule simplement avec le déterminant de cette matrice, donc avec le produit des coefficients diagonaux. On récupère donc que le déterminant de l'application G, c'est donc le produit des éléments diagonaux. Bah, comme tous ces coefficients sont égaux à 1, c'est juste le coefficient qu'on va récupérer ici, qui vaut 1 plus UN phi de En. Alors, ce qui serait cool, c'est d'avoir une formule qui dépend... C'est pas phi de En, c'est phi de epsilon n. Je sais pas écrire, hein, c'est pas possible ça. Phi de epsilon n. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une formule qui ne dépend que du vecteur U et pas dans la base dans laquelle je décompose. Mais là, on va remarquer que ce truc-là, c'est 1 plus phi de U. Alors, pourquoi je peux le simplifier en phi de U? Puisque si je calcule phi de U, par linéarité de phi, je vais récupérer U1 phi de epsilon 1 qui est nul, puisque epsilon 1 est dans le noyau de phi, plus etc. UN-1 phi de epsilon n-1 qui est nul pour les mêmes raisons. Donc il va juste me rester UN phi de epsilon n. Donc là, on obtient que le déterminant de notre application linéaire, c'est 1 plus phi de U, donc il ne dépend bien que des données initiales, l'application phi, le vecteur U, et le résultat que j'obtiens, il est indépendant de la base donnée. Le résultat qui est là n'était pas complètement satisfaisant, puisqu'il faisait référence à la base dans laquelle j'avais décomposé le vecteur U. Il fallait donc que je récupère la coordonnée de U et l'image par phi de ce vecteur que je ne connais pas, alors que là j'ai une formule qui est intrinsèque par rapport aux données de l'énoncé, elle ne dépend que de U, que de phi, et pas de la base dans laquelle on s'est placé. Donc, ce qui était vraisemblablement possible, puisqu'on sait que le déterminant d'une application linéaire ne dépend pas de la base dans laquelle on calcule ce déterminant. Il nous reste deux théorèmes pour achever ce cours, le théorème 22 et le théorème 23, où il est question de voir les dites propriétés de ce déterminant sous l'œil des endomorphismes de. Alors la première propriété, ça consiste à montrer que le déterminant de alpha U, c'est alpha puissance n déterminant de U. On voit que c'est ni plus ni moins que la réécriture d'une propriété qu'on avait vue concernant les déterminants de matrice. Et d'ailleurs, le déterminant d'une application linéaire, c'est le déterminant d'une matrice. Donc on va évidemment aller chercher les réponses dans les déterminants, les propriétés des déterminants et des matrices. Je m'explique, il y a plusieurs façons de mener les choses. Première manière, c'est de dire que le déterminant de alpha U, c'est le déterminant de toute matrice qui représente l'application alpha U, où B, c'est simplement une base de E que je fixe complètement arbitrairement, et elle existe puisqu'on est en dimension finie. Nous, on sait bien que l'application matrice dans la base B est une application linéaire, donc alpha, je peux le sortir par linéarité de cette application. Là, maintenant, j'ai affaire au déterminant d'une matrice multipliée par le nombre alpha. Je sais que comme une matrice, c'est une forme n, le déterminant est une forme n linéaire alternée sur les colonnes. J'ai vu qu'en fait, le terme alpha, il fallait le sortir de la première colonne, de la deuxième colonne, etc., de la énième colonne. Donc, on sait bien que dans ces conditions-là, il sort à la puissance n. Vous dites simplement, j'applique les propriétés sur les matrices, hein, ce qui me va aussi tout à fait bien. Là, je reconnais le déterminant de la matrice de U dans une base, et ça, c'est le déterminant de U, puisqu'on a vu que le déterminant d'une application linéaire, c'est le déterminant de toute matrice qui représente cette application linéaire, peu importe la base. Donc là, on voit qu'on est allé chercher le résultat en travaillant sur les matrices.
on applique la propriété qu'on a vue sur les matrices pour revenir après à la propriété sur les déterminants. Pour la composition, ben, ça va être exactement du même acabit. On va aller chercher la réponse à cette question en travaillant avec la définition et les matrices. Je reprends B, cette base de E, et je dis que le déterminant de cette application linéaire, c'est le déterminant de la matrice de cette composée dans la base B. J'applique les propriétés sur les matrices. La matrice d'une composée, on a vu que c'était le produit des matrices. Comme je travaille avec des endomorphismes, c'est le produit de la matrice de U dans la base B et de la matrice de V dans la base B. Or, le déterminant conserve le produit. Le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc on va récupérer le déterminant de la matrice de U fois le déterminant de la matrice de V. Tout ça dans la base B. Et ça, par définition, c'est le déterminant de U, puisque le déterminant de U, c'est le déterminant de n'importe quelle matrice qui représente U dans une base de E. Et pour les mêmes raisons, ceci, c'est le déterminant de V. On vient bien de démontrer que le déterminant de la composée, c'est le produit des déterminants. On voit bien donc ce qu'on avait déjà dit plusieurs fois, que le déterminant est une notion qui est purement multiplicative. Travaillons maintenant avec la caractérisation des automorphismes en dimension finie, qu'on a déjà utilisé et redémontré pour le coup. On fait la démonstration. Je vais conserver la notation ici pour ma base de E. Je prends une base quelconque de E. Alors, je peux travailler avec des matrices, je peux travailler aussi avec des familles de vecteurs. Il y a plein de façons de voir ça. Tiens, là, comme j'ai travaillé avec les matrices, vous pouvez travailler vous avec les matrices, mais moi je vais travailler avec la famille de vecteurs. Regardez comment je vais procéder. Je vais dire, ah bah tiens, comme U est un automorphisme de E, je sais que ça c'est équivalent à dire que l'image d'une base c'est une base, et ça peu importe la base. Donc une application est un automorphisme si et seulement si l'image de la base B qui est ici, donc la base B, je vais simplement la noter E1EN pour que les choses soient claires, l'image de cette base par U est une base de E. Donc ça, c'est une caractérisation des applications linéaires bijectives qu'on a déjà utilisées dans les exercices. Or, pour détecter une base de E, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je calcule le déterminant dans une base de cette famille de vecteurs. Et j'obtiens que ce déterminant est nécessairement non nul. Ça, c'est la caractérisation des bases dans un espace vectoriel à l'aide du déterminant. Or ici, je reconnais quoi? Je reconnais le déterminant de l'endomorphisme U, puisque le corollaire numéro 21 faisait le lien entre le déterminant d'une application linéaire et le déterminant de l'image d'une base exprimée dans cette même base. Voilà une façon de montrer que cette application est un automorphisme de E si et seulement si son déterminant est différent de 0. Alors je signale juste qu'on pouvait aussi passer par les matrices, de la même façon, en disant que U est un automorphisme de E si et seulement si la matrice qui le représente dans la base B est une matrice inversible, donc est une matrice qui appartient à GLN de K. Or, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Donc là, on utilise la caractérisation de l'inversibilité des matrices à l'aide du déterminant. Et par conséquent, comme ceci c'est le déterminant de l'application linéaire U, puisque c'est le déterminant d'une matrice qui la représente, on récupère par un autre biais que l'application U est un automorphisme de E si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Pour la formule qui est ici, ça va être la même démonstration que pour les matrices. Maintenant qu'on vient de démontrer que cette notion, elle passe bien par composition, je vais simplement appliquer le déterminant à la composée suivante. Je sais que U rond U-1, c'est l'identité de E. Ces deux applications étant égales, elles ont le même déterminant. Et je vais simplifier avec les propriétés le déterminant de cette composée en disant que c'est le produit des déterminants. Et le déterminant de l'identité, c'est 1, puisque la matrice de l'identité est vue comme un endomorphisme de E. Attention, hein, c'est la matrice identité. Moralité, j'obtiens que le produit de ces deux nombres-là, puisque ceux-ci, ce sont des scalaires, le produit de ces deux scalaires est égal à 1. Donc ça veut dire que ces scalaires sont inverses l'un de l'autre. En d'autres termes, on vient de dire que le déterminant de U-1, eh bien c'est l'inverse du déterminant de U.
et je peux bien inverser le déterminant de U, puisque j'ai la certitude que ce déterminant n'est pas nul lorsque U est un automorphisme de V. Voilà, on vient d'obtenir la dernière propriété du cours sur les déterminants. Le reste du cours va être consacré à l'étude d'exemples emblématiques qui ont une géométrie particulière et qu'on retrouve assez souvent dans les exercices de concours et d'euro.